Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder le sommaire de ce journal de début de semaine et du début du mois de février. Par la même occasion, l'INSEE fête ses 10 ans. Depuis 2011, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques a publié 102 focus, 67 bulletins trimestriels, 62 baromètres, 45 observatoires, 10 Monaco en chiffres et 10 rapports du PIB. Pour développer tout cela, nous serons avec Sophie Vincent, le directeur de l'INSEE. Un tour du monde à vélo et à la rame, soit 33 000 km. Voici le pari fou que s'est lancé un ancien militaire des forces spéciales et tout cela pour soutenir les blessés de guerre. Vous pourrez découvrir Gwenaëlle Breton dans un reportage lors de son passage à Monaco. Qu'en est-il de la condition du handicap mental pendant cette crise? Comment faire respecter les consignes sanitaires aux personnes déficientes et comment les associations continuent d'exercer dans ce contexte? Autant de questions et autant de réponses avec la présidente de l'association Monaco Disease Power. Et enfin, en basket, nous reviendrons sur la victoire de Monaco en Jeep Elite face au Portel samedi dernier dans la salle Gaston Médecin. Mais avant cela, comme je vous l'ai dit, nous allons fêter un anniversaire, une décennie, avec Sophie Vincent. Bonsoir. Bonsoir. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques fête ses 10 ans. Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette décennie? L'INSEE a été créé en 2011. Il est né de la volonté du gouvernement princier de se doter d'un organe statistique pour publier des données et traiter des données dans divers secteurs de la principauté, des données démographiques, économiques, sociales. Et c'est ce que nous nous attachons à faire depuis 10 années maintenant. Traiter, analyser, mais aussi publier, puisque nous publions toutes nos données et nos analyses. Donc elles servent à la fois pour le gouvernement princier, bien évidemment, en premier lieu, mais elles sont aussi accessibles au grand public. Est-ce que grâce à des statistiques, des données, le gouvernement, les institutions ont pu évoluer? Alors c'est l'objectif premier, hein, c'est de pouvoir éclairer la politique publique en communiquant donc, ces données qui sont traitées en toute indépendance professionnelle. Donc l'objectivité de la statistique dans la prise de décision est primordiale. Et donc on est certain que ces travaux que l'on mène depuis 10 ans maintenant servent aussi à cela. D'un point de vue pratique, comment fonctionnez-vous? Comment est-ce que vous récupérez toutes ces données? On collecte les données principalement auprès des services de l'administration et c'est l'occasion de cet anniversaire, c'est aussi de les remercier d'ailleurs, puisque notre première source de données, ça reste l'administration. Et puis on complète, alors on mène aussi des enquêtes auprès des commerçants par exemple, auprès de la population pour le recensement de la population. Alors vous parlez du recensement de la population. Quelles sont les grandes statistiques, les études importantes que vous publiez chaque année? Alors chaque année, on publie d'abord, même plusieurs fois par mois, on a des focus thématiques ou sectoriels sur des sujets divers et variés, comme plus récemment on a sorti par exemple au mois de janvier l'Observatoire de l'immobilier, Oui. et on publie aujourd'hui les indicateurs des violences commises envers les femmes en principauté. Donc on a diverses formes de publications. Les observatoires, qui sont des publications un petit peu plus étoffées, comme sur l'immobilier, la démographie ou le commerce extérieur par exemple. Des focus, qui sont nos doubles pages. Et puis des travaux un petit peu plus poussés, comme environ tous les 8 à 10 ans, le recensement de la population, ou encore plus récemment l'enquête sur les modes de consommation et les addictions chez les jeunes lycéens de la principauté. Et le Monaco en chiffres? Et le Monaco en chiffres, bien évidemment, qu'on n'oublie pas chaque année, au mois de juin. Cette année, il sera particulier puisqu'on verra l'impact de l'année 2020 dans différents secteurs. Et bien évidemment, je n'oublie pas non plus le rapport sur le PIB chaque année ou les bulletins trimestriels de l'économie. Est-ce que depuis sa création et maintenant, il y a eu une évolution de l'INSEE? Et si oui, quelle a été cette évolution? Alors l'évolution se fait petit à petit à sa création, et d'ailleurs je voudrais juste faire un clin d'œil à Lionel Galfrey, Bien sûr. qui était le directeur fondateur de l'INSEE. Donc à sa création, il a fallu, c'était une page blanche qu'il fallait écrire, et puis petit à petit, effectivement, l'INSEE s'est structuré, s'est doté de nomenclature, en appliquant donc les nomenclatures internationales, bien évidemment, a étoffé son panel de données, sa collecte de données, c'est son échantillonnage de fournisseurs de données, et on évolue là-dessus petit à petit, progressivement. Il faut à la fois rendre accessible la statistique, la désacraliser, mais il faut aussi faire preuve de beaucoup de pédagogie. Nous, notre rôle, c'est de la faire comprendre aussi, et de donner à nos lecteurs cette analyse qui est indispensable pour comprendre la donnée.
Est-ce que c'est une mission prenante? Est-ce que le soir, quand vous vous couchez, par exemple, vous avez des chiffres, quand vous fermez les yeux, vous avez des chiffres plein la tête? On se couche serein parce que voilà, quand on arrive quand on publie, c'est une vraie satisfaction. Chaque publication est l'aboutissement d'un travail d'équipe. Mhm. Et donc on s'endort assez serein parce qu'on a quand même le sentiment de bien faire notre travail avec une équipe compétente à mes côtés. Et quelles sont les prochaines statistiques à venir? Vous allez travailler sur quoi? Alors on a un calendrier qui est déjà bien fourni sur l'année 2021, qui reprend la plupart de nos thématiques récurrentes. Et puis on va rajouter à ces travaux des études que l'on mène sur plus long terme, par exemple la mesure des écarts de salaire entre les hommes et les femmes. Et puis voilà, peut-être pour les 10 ans, un petit clin d'œil aussi. On aurait aimé fêter dignement cet anniversaire, comme tout le monde, bien évidemment. Compte tenu de la situation sanitaire, c'est compliqué. Mais on travaille sur un outil que l'on espère pouvoir présenter avant l'été, qui permet à tout un chacun d'avoir une vision sur 10 années de statistiques en quelques clics, et de manière très ludique, très pragmatique et très claire à comprendre également. Donc voilà, c'est un petit outil sur lequel on reviendra plus tard. C'était notre cadeau d'anniversaire pour notre public et j'espère qu'on pourra lui offrir prochainement. Mais écoutez, en attendant, on souhaite un joyeux anniversaire à l'IMC. Sophie Vincent, Merci beaucoup. Merci à vous. On passe au point info avec vous, Alexandra Pani. Bonsoir. Bonsoir Fabien, 2 nouveaux timbres vont être disponibles pour les amateurs de philatélie à partir du 25 mars. Le premier, au tarif d'1,28 € sera à l'effigie de la princesse Grace et du prince Régnier à l'occasion du 60e festival de télévision de Monte-Carlo. Un second pour les passionnés de ballon rond pour le championnat d'Europe de football qui se déroulera du 11 juin au 11 juillet. Les 2 timbres seront tirés à 40 000 exemplaires. Un mot d'environnement avec ce partenariat de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Effectivement, la FPA2 se mobilise aux côtés de la Clean Arctic Alliance pour interdire l'utilisation et le transport de fioul lourd en Arctique dans le but de protéger les populations et les écosystèmes de tout risque de pollution lié à ce combustible fossile. 165 représentants politiques, ONG, entreprises et explorateurs ont déjà signé l'Arctic Commitment. Les régions polaires sont les premières à subir les effets des changements climatiques. Ce pacte a donc été lancé en 2017 à Tromsø à l'occasion de la conférence Arctic Frontiers. Et notez Fabien que le prince souverain interviendra le 3 février à l'occasion de la conférence virtuelle Brave New Ocean organisée par la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. L'objectif de cet événement est de mettre en lumière les immenses défis et opportunités liés à l'océan. Nous ne manquerons pas de suivre cela sur les pages Facebook et YouTube de l'UNESCO, Alexandra. Et vous nous proposez également une idée de spectacle. Oui, un spectacle pour le moins original et qui rencontre un franc succès depuis 2016. Un théâtre visuel qui arrive aussi bien à faire rire qu'émouvoir sans utiliser le moindre mot. C'est là tout le talent de la troupe Momention, surnommée les musiciens du silence. Une parenthèse merveilleuse et légère à découvrir le 6 mars au Grimaldi Forum. Et n'hésitez pas à réserver vos places sur la billetterie en ligne ou par téléphone. Merci Alexandra, on vous retrouve un peu plus tard. Il s'appelle Gwenaël Breton, mais comme son nom ne l'indique pas, il est parti du Pays Basque pour un tour du monde grâce à un transport un peu particulier, avec comme base un vélo électrique. Il a fait escale en principauté tout au long du week-end. Sandrine Nègre et Serge Prémont ont pu le rencontrer. Au cours de son étape monégasque du 29 janvier au 1er février, Gwenaël Breton a pu compter sur le soutien et l'appui de la compagnie des Carabiniers du Prince, car si son vélo tout équipé lui permet de rouler, de dormir tout en se protégeant du mauvais temps, son principal objectif dans les villes et pays traversés est de pouvoir le recharger. Il a quitté Bayonne il y a une dizaine de jours. L'opération elle est assez simple, il suffit de pédaler et de ramer. Ça s'appelle l'opération Garder le Cap qui a pour objectif d'inspirer, soutenir nos blessés de guerre à réaliser leurs propres rêves à travers ce rêve que je suis moi-même en train de réaliser en tant qu'ancien blessé, qui était de réaliser un tour du monde en vélo et à la rame. Je suis parti avec un vélo qui est un peu particulier, qui est électrique, solaire, qui se transforme en lit et en tente. Et
Et du coup, c'est pas j'irai dormir chez vous, mais j'irai me brancher chez vous parce que j'ai besoin d'électricité. Je suis parti en hiver, ça ne me facilite pas la tâche. Et voilà, c'est une succession de personnes qui souhaitent m'aider. Et aujourd'hui, je suis arrivé chez les carabiniers, chez un ami. Gwenaël Breton a lui-même été blessé en 2012. Il a passé 22 ans dans l'armée. Et en se lançant dans ce tour du monde, ce Basque d'Espelette poursuit une mission bien précise. Ses messages sont chargés de bienveillance. On ne parle pas suffisamment des blessés. Et l'objectif, c'est à travers ce tour du monde, c'est tout au long de mon périple, dans tous les pays, de soutenir un peu tous ces blessés, que ce soit militaires, mais aussi des civils au final, parce que tout le monde peut s'identifier à travers ces blessures et apporter un peu du bonheur, de l'espoir à tous ceux qui suivront cette aventure. Si vous souhaitez d'ailleurs suivre cette aventure, n'hésitez pas, c'est entre autres possible sur les réseaux sociaux en tapant « Gardez le cap » ou « Rien que du bonheur ». Et sachez que Gwenaël Breton a quitté Monaco à la mi-journée, direction l'Italie. Nous vous parlions en fin de semaine dernière de la nomination de Béatrice Fresco-Rolfo comme présidente de la sous-commission en charge du handicap au sein de l'Assemblée générale du Conseil de l'Europe. Le handicap pendant la crise sanitaire. Nous nous sommes posé la question justement sur la situation de personnes avec un handicap mental pendant cette période et leur compréhension de la maladie et des gestes barrières. Avec nous ce soir la présidente de l'association Monaco Disease Power, Muriel Nathalie Laure. Bonsoir. Bonsoir Fabien. En quelques mots, pour débuter, présentez-nous Monaco Disease Power. Monaco Disease Power a été créé en 2007, tout d'abord avec la mise en place d'un centre aéré sur Monaco qui accueille des jeunes avec handicap et particulièrement avec autisme et que nous prenons en charge lorsque les instituts spécialisés ou les écoles dans lesquelles ils vont sont fermés. Et c'est également, sur son deuxième axe, la maison d'Amélie puis la maison des copains qui ont été créés en 2013 et 2018 et qui servent à organiser des séjours de répit avec ou sans les familles pour les personnes souffrant de handicap. Et comment est-ce que vous vivez aujourd'hui cette période de crise sanitaire jusqu'à présent, là, vous et les personnes de votre association? C'est une période qui est complexe pour tout le monde et peut-être plus particulièrement pour les personnes dont on a la charge. Oui. Et également pour les familles. La crise sanitaire impose effectivement des contraintes que nous avons tous à suivre, à savoir notamment le port du masque, la distanciation, l'absence de prise en charge également. Aujourd'hui, le challenge est d'arriver à faire comprendre à ces personnes la nécessité de devoir porter un masque. Ce n'est pas toujours évident, c'est une contrainte pour les enfants qui vont à l'école, mais c'est un peu plus compliqué peut-être pour ces personnes-là, car il faut qu'il y ait une compréhension et puis arriver à bien leur expliquer. Et si ce n'est pas le cas, arriver quand même à leur faire accepter le port du masque, parce que la respiration est différente, le langage est plus compliqué. Voilà, c'est un des premiers pas à faire. La distanciation, c'est un peu aussi quelquefois un peu plus difficile, parce qu'ils sont chaleureux, ils sont dans la spontanéité. Donc pour ces personnes-là, voir arriver son encadrant, son éducateur, ils ont tendance à sauter au cou et puis bon, c'est pas autorisé, donc il faut expliquer. On le rappelle, vous fonctionnez grâce aux dons. Ça a eu une incidence, cette crise sanitaire? Ça a une incidence sur les manifestations que l'on fait sur l'extérieur, effectivement, pour nous connaître et pour nous faire, pour effectivement avoir des dons. Mais on a été très écoutés, on a été très aidés. Justement parce que la période était plus difficile. On a vraiment triplé nos journées de prise en charge, donc ceci a un coût. La maison d'Amélie a dû fermer parce qu'elle est en France. On a suivi donc toutes les contraintes sanitaires qui sont imposées. On a eu moins donc, de locations et donc moins de recettes. Mais nous avons été extrêmement soutenus, que ce soit par les fondations comme la Fondation Como, la Croix-Rouge monégasque et le gouvernement princier qui ont entendu effectivement la nécessité de continuer à travailler. Vous êtes une association monégasque, la maison d'Amélie est à Anote. Est-ce que ce côté Monaco franco-monégasque, est-ce que ça a une incidence également? Alors, sur la période de confinement qui a eu lieu effectivement en mars, nous avons suivi toutes les préconisations qui avaient été faites et nous avions fermé pour éviter effectivement qu'il y ait une contamination sur les lieux et que l'on crée des contaminations sur Anote. On aurait pu rester ouvert puisque nous sommes un établissement qui reçoit des personnes avec handicap et on le pouvait. Donc nous avons réouvert assez vite et paradoxalement à la demande d'un institut spécialisé qui avait souhaité venir se confiner à la maison d'Amélie
parce que les résidents qu'ils avaient en permanence dans leur foyer de vie ne supportaient plus le confinement dans leur site. Donc la maison d'Émilie a été une solution à ce confinement. Fort de cette expérience, on s'est dit qu'effectivement on avait peut-être intérêt de réouvrir et de remettre les lieux à disposition dans des conditions plus restrictives, avec moins de monde, des groupes plus petits, pour aider les familles. Crise ou pas, la vie continue. Quelle est la suite? Quels sont vos projets en 2021? Nos projets en 2021, c'est de continuer et d'essayer de maintenir toutes les activités que nous avons. Je me permets juste de dire quelque chose. C'est très très compliqué pour les familles d'avoir une personne avec handicap et particulièrement avec autisme à la maison. Parce que les familles sont obligées de substituer aux éducateurs, ce qui n'est pas leur rôle. Les personnes avec autisme ont un rythme de vie très organisé, très formaté, avec des plannings, des stéréotypies, des rythmies. Et le confinement a été très dur pour eux parce que tout ça a été coupé. Il a fallu réorganiser les plannings pour eux. Il a fallu essayer de leur trouver une nouvelle organisation au sein des familles. Et ça a été très dur. Muriel, Nathalie Laure, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Parlons sport en basket. La Roca Team continue d'impressionner en Jeep Elite avec une nouvelle victoire et avec la manière 82-60 samedi soir face au Portel. Frédéric Elion n'aurait manqué cela pour rien au monde. Voici son résumé. Monaco s'installe un peu plus confortablement dans son fauteuil de leader de Jeep Elite. Face au Portel, les joueurs de coach Mitrovic signent un 7e succès d'affilée en championnat. Un match maîtrisé de bout en bout. Après seulement 5 minutes, Dibost et les siens mènent déjà 14-2. Les nordistes sont étouffés par la défense monégasque. L'ASM enchaîne les tirs longue distance. 5 sur 12 à 3 points dans un premier quart-temps, conclu par ce shoot au buzzer de Georgie Joseph. 28-12 pour Monaco. La Roca Team continue de défendre dur, à l'image de cette interception d'Abdou Ndoye. 15 ballons perdus par le Portel en première mi-temps. L'écart monte à plus 19, puis le SSM va grappiller son retard. Très agressif, Nguama, 11 points, conclut près du cercle avec la faute. Benoît Mangin, meilleur marqueur côté nordiste avec 15 points à 3 sur 3 derrière l'arc, ramène les siens à moins 13 à la pause, 44-31. Monaco démarre le troisième quart-temps par un 10-2 sur ce 3 points de Rob Gray. L'écart monte à plus 21. Le Portel a une équipe de guerriers et n'abandonne pas. Dans le sillage de Georgie Joseph, 7 points, 12 rebonds. Les nordistes reviennent progressivement à moins 11 à 5 minutes de la fin du match. Mais la SM remet un gros coup d'accélérateur et l'emporte finalement de 22 points, 82-60. Ça va, je me suis bien senti. Ça fait plaisir de jouer un peu plus. Après, il faut que je continue de travailler et puis voilà, on attend le prochain match mardi. Un gros match qui arrive. Même à l'entraînement, même si en match vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu, vous sentez que vous progressez énormément. Toi aussi, c'est ton sentiment? Oui, c'est vraiment le cas. On a vraiment beaucoup de bons joueurs dans cette équipe, beaucoup de All-Stars. Donc ils nous permettent de progresser tous les jours et ça fait du bien. Ouais. Sur quels aspects à peu près? Explique-nous un petit peu. Déjà défensivement, parce qu'on a beaucoup de bons joueurs en attaque. Puis même en attaque aussi, sur tout ce qui est lecture, sur pick and roll, tout ça, on progresse beaucoup. Tout proche du double-double, l'ancien monégasque Georgie Joseph a été très bon samedi soir, mais regretté de ne pas pouvoir retrouver les fans de la Roca Team. Moi, il m'en manquait aussi. Il me manque aussi, on parle un peu sur les réseaux sociaux, on reste un peu en contact avec les membres de la Roca Team, tout ça, donc ça fait plaisir. Et ça m'attriste un petit peu de ne pas les voir dans les gradins. J'aurais vraiment aimé pouvoir leur dédier ce match, cette performance, on en a perdu, mais l'effort que j'ai fait aujourd'hui, c'est pour le Portel, pour mon équipe, mais c'est aussi pour faire honneur à l'expérience qu'on m'a fait passer ici. Place maintenant à l'Eurocup et au match retour de top 16 face à Badalone demain soir. Battu de 7 points en Espagne la semaine dernière, la Roca Team espère sortir un gros match pour recoller en tête de la poule E. Avant de nous quitter, on vous retrouve Alexandra pour les prévisions météo de ce 2 février. Fabien, j'ai le regret de vous annoncer que le soleil ne sera pas vraiment au rendez-vous mardi. Tout au long de la journée, le ciel sera largement couvert. Les températures seront de saison avec 7 degrés le matin et 12 degrés de prévu dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h44 et se couchera à 17h43. Et demain, j'espère que vous n'oublierez pas de faire sauter les crêpes pour la Chandeleur. Mais avant de penser à demain, aujourd'hui, nous avons un anniversaire très spécial à fêter, Fabien.
Absolument. Le 1er février 1965 naissait la Benjamine du prince Régnier III et de la princesse Grace. Nous souhaitons donc un joyeux anniversaire à la princesse Stéphanie. On se quitte d'ailleurs là-dessus avec des clichés consacrés à la princesse Stéphanie, que ce soit en tant que présidente de Fightets Monaco, ou présidente du Festival international du cirque, ou encore dans d'autres occasions. Ces clichés ont été pris par Manuel Vitali et Michael Alési. Ce journal est terminé. On se retrouve, si vous le voulez bien, mardi dès 19h pour une nouvelle édition. À très bientôt. Au revoir.